Aujourd'hui, le squad, j'accueille un acteur majeur du jeu et donc de la performance. Sans eux, il n'y aurait tout simplement pas de compétition. Je suis ravi d'échanger avec Nicolas Breton, arbitre de football depuis plus de 20 ans, dont 10 au haut niveau au contact de la Fédération française de football. Nicolas, bienvenue sur le podcast du squad de la performance. Peux-tu te présenter à ceux qui ne te connaissent pas? Merci Maxence pour cette intro. T'as tout bon. Je sais pas où t'as fait les recherches, mais c'est Je fouille, exactement ça. je suis un Ouais, ouais, fouineur. ouais, je vois ça. Ça me fait peur pour la suite. Donc déjà merci de m'avoir invité sur ce podcast. C'est avec plaisir que j'ai accepté et que j'ai accepté de parler, comme tu dis, d'une fonction majeure et pour autant qu'on ne connaît pas forcément. On voit la façade, mais on voit pas l'envers du décor et c'est l'occasion, en tout cas pour moi, d'essayer de faire découvrir ça et c'est toujours avec plaisir que j'aborde ce sujet-là. Tu as raison sur les 20 ans, ça fait prendre un coup de vieux quand même. 20 ans d'arbitrage, j'ai commencé à 17 ans, j'ai fait 10 ans au contact de la Fédération française, que ce soit en jeune arbitre ou en arbitre senior, on appelle ça. Ben, jeune arbitre à la fédération, c'est ce qu'on appelle les JAF, les jeunes arbitres fédéraux. C'est ceux qui vont arbitrer les centres de formation, qui vont aller faire des compétitions aussi à Clairefontaine. Donc j'ai pu croiser à cette occasion-là certains joueurs à l'époque qui n'étaient pas encore connus. Mais pour te donner quelques noms, j'ai croisé quand ils devaient avoir 14 ans des Lucas Digne, des Alphonse Areola, des Paul Pogba, des Ben Arfa et puis un Karim Benzema, mais pas très connu. Ouais, c'est des générations 92, 93, 94, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, que je Voilà, connais donc bien, c'est des j'en noms fais partie, ouais. qui. J'ai retrouvé des feuilles de match et voilà, j'ai vu des noms, je me suis dit, purée, il y en a qui ont percé quand même. Qui ont de beaux palmarès. Ouais, ouais, des très beaux palmarès même. Donc voilà, j'ai été à haut niveau, donc carrière en National 2, j'ai touché un tout petit peu au National, et j'ai été, quand on est arbitre central en National 2, on est aussi quatrième arbitre en Ligue 2. Donc j'ai fait quelques matchs en Ligue 2, quelques saisons comme quatrième. J'ai fini le haut niveau, la fédération française à l'heure actuelle, et je continue quand même à arbitrer au niveau amateur, mais amateur bon niveau quand même, puisque le National 3 vient de réintégrer la fédération française et je fais partie des réservistes. Donc je vais faire une petite pige, ça va ressembler un peu à un jubilé, un Trop bien. baroud d'honneur en National 3. Puis en parallèle ben, de cette activité-là, je suis formateur et mentor pour des jeunes arbitres qui espèrent accéder au haut niveau. Et j'ai monté mon activité depuis maintenant bientôt un an de coach professionnel et préparateur mental. Sur l'aspect préparation mentale, j'ai une autre casquette sur l'entraînement cognitif. On pourra en parler Carrément. par la suite. Et puis, je fais de la formation, du conseil et des conférences également. Donc, pas mal de casquettes, mais ça me permet d'avoir une activité assez variée et de toucher deux publics qui me plaisent bien, le sport et l'entreprise. Le sport, ben, il y a forcément les arbitres là-dedans. Je te fais pas de dessin. Et puis les sportifs de haut niveau, les entraîneurs, et puis de l'accompagnement collectif auprès d'équipes, de clubs. Et en entreprise, les managers, les dirigeants, et puis des équipes aussi. Pourquoi l'entreprise? Parce qu'en fait, en tant qu'arbitre, on est à la fois le sportif sur le terrain, mais aussi le manager. Et c'est une facette importante de l'arbitrage, avec la prise de décision et le management, qu'on retrouve en entreprise. Il y a beaucoup, beaucoup de parallèles à faire. Voilà. Ouais, clairement. Je vois, Et, il y a clairement du lien entre tes différentes casquettes, mm, même si de prime abord, on pourrait se dire il y en a pas. Mais comme tu l'as dit, déjà par rapport à l'entraînement neurocognitif, par rapport à la prise de décision hein, d'un arbitre, tu as intérêt à être véritablement lucide quand tu vas prendre une décision, surtout avec la fatigue mm. et en fin de période. Mais je trouve ça assez intéressant que tu te sois diversifié de cette manière. Je voulais que tu nous dises finalement pour quelles raisons tu es devenu arbitre et comment tu es devenu arbitre. Je suis tombé un petit peu par hasard dans la marmite. J'ai commencé à 17 ans officiellement, mais j'avais touché à l'arbitrage avant parce que j'allais voir mon petit frère jouer le week-end. On jouait pas les mêmes jours, donc ça allait très bien. Et un beau jour, il y a l'entraîneur de mon frère qui me regarde, qui me dit tiens, on n'a pas d'arbitre, ça te dit pas d'arbitrer? Je l'ai regardé. Moi, j'étais ultra timide, réservé, j'avais pas l'habitude qu'on me donne des responsabilités, etc. Et j'étais très surpris de cette demande-là et qu'on me fasse confiance aussi. Et puis finalement, je me suis dit, bon, bah allez, j'essaie. Et puis on m'avait dit, bah, de toute façon, tu fais de ton mieux, tu as le droit de te tromper.
Ça aussi, j'avais pas l'habitude dans mon éducation. Donc, je me suis dit, bah cool, bah j'essaye. Et puis, je me suis pris au jeu. J'ai fait ce premier match en tant qu'arbitre bénévole. J'étais gamin, j'avais 14 ans. Et puis, ça m'a plu. Et du coup, j'ai continué à arbitrer bénévolement les matchs de mon frère quand il y avait personne d'autre. Mais très rapidement, je me suis dit, j'ai envie de faire les choses correctement. J'ai quand même envie de voir si je connais bien les règles. Donc j'ai cherché un petit bouquin, un petit fascicule, je trouvais rien. Et un beau jour, dans 11 mondial, ça te parle forcément le magazine, Évidemment. 11 mondial, il y avait un petit fascicule qui répertoriait les règles de manière synthétique. Et ça avait la forme d'un carton jaune, c'était assez marrant et je l'ai encore ce truc-là quelque part. Donc je me suis intéressé à ça, je me suis pris au jeu et puis après j'ai changé de club, donc j'ai arrêté de faire ça et quelques années plus tard, j'ai appris qu'il y avait des formations pour devenir arbitre officiel et ma mère étant secrétaire du club, je lui ai dit: «Inscris-moi». Mon entraîneur m'a dit: «Mais tu fais quoi? Tu as un bon niveau en tant que joueur, tu vas pas faire arbitre, Mhm. c'est l'image, tu deviens arbitre quand tu es pas bon au foot, forcément». Donc j'ai dit: «Non, non, moi il y a un truc qui me plaît là-dedans et j'ai envie d'aller un cran plus loin» et je fais la formation, je finis major de promotion et là, on me fait comprendre qu'avec les résultats que j'ai eus, j'avais quelque chose d'intéressant à faire dans l'arbitrage et j'ai continué un an à jouer et arbitrer en parallèle, faire arbitre et joueur. Après, j'ai changé de région pour mes études et là, j'ai fait un choix et comme on m'a dit que, bah, en général, à 17 ans, tu es déjà en centre de formation et cetera, tu es déjà détecté, voilà, ma carrière de joueur, on va dire, avait pas pris, un virage, intéressant. Il y avait quelque chose à faire dans l'arbitrage, donc j'ai fait ce choix-là et je le regrette pas à l'heure actuelle. Bon, génial. Et finalement, d'un point de vue légal, à quel âge on peut devenir arbitre? 13 ans. À 13 D'accord. ans, on peut devenir arbitre. Alors, il y a des régions qui l'autorisent pas à 13 ans. Pourquoi? Parce qu'ils ont pas forcément de match à donner à des jeunes de 13 ans. Il y a pas d'arbitre officiel chez les U13, Mhm. et du coup, de les mettre sur des U15 pour un jeune de 13 ans, c'est pas évident. Compliqué, ouais. Il y a des régions qui arrivent à trouver la parade en trouvant quelques matchs, U13, en les faisant arbitrer, en réussissant pardon, à faire prendre en charge, bah, l'arbitrage par le district pour leur Mhm. permettre en fait de gagner de l'expérience et de pas faire payer les clubs. Voilà, mais officiellement, à partir de 13 ans, on peut devenir arbitre. D'accord. Il n'y en a pas beaucoup, mais ceux qui démarrent tôt, en général, ont une marge de manœuvre, de progression Bah, plus j'imagine que ce serait intéressante. intéressant de savoir par rapport aux arbitres les plus capés, que ce soit en France ou même dans le monde, de savoir à quel âge ils ont commencé. Est-ce qu'il y a une corrélation ou non? Avant qu'on aille un peu plus loin sur ces données sur l'arbitrage et puis que tu nous en apprennes davantage, parce que déjà, moi, c'est quelque chose dont j'avais pas du tout conscience sur l'âge légal d'un début d'arbitrage. J'aimerais que tu nous parles d'une anecdote que j'ai trouvée très croustillante, celle sur le fait que tu aies été sur le terrain avec le légendaire Zinedine Zidane. Tu vois, je te disais tout à l'heure, j'ai arbitré Benzema. Finalement, je me rends compte que j'ai arbitré 2 ballons d'or. Benzema, j'étais jeune et j'étais arbitre central à l'époque. Zizou, j'étais arbitre assistant. C'était un match de gala organisé à Grenoble, donc avec pas mal de stars, du football, du show business, de la télé, etc. C'était mon collègue qui est encore en Ligue 1 à l'heure actuelle, Hakim Benelhadj, euh, qui était au centre et qui m'avait proposé, bah, t'es dispo ce jour-là, est-ce que ça te dit de venir me faire le match comme assistant, et il y aura Zizou. J'étais comme un dingue, j'avais prévu d'y aller, mais dans les tribunes. Tu étais encore Au un peu plus final, proche. je me retrouve encore plus proche au bord du terrain. Et c'est marrant parce que tu te rends compte que, ben, gamin, j'avais un rêve. J'avais un rêve, c'était de rencontrer Zidane. Et finalement, l'arbitrage m'a permis de faire encore mieux, de le rencontrer, mais d'être sur le terrain carrément avec lui. Ouais. Et j'ai des photos où tu me vois, j'étais plus jeune, j'avais moins de barbe, j'étais encore un peu plus affûté que maintenant. Tu me vois en arrière-plan avec le drapeau à la main, en assistant, et Zizou en premier plan. Et ouais, c'est des super souvenirs. Tu te dis, j'ai croisé une star planétaire, quoi, Zidane. Et c'est ce que je dis souvent aux jeunes quand j'interviens dans des clubs pour leur parler d'arbitrage, c'est que l'arbitrage, des fois, ça permet de réaliser des rêves et d'atteindre des niveaux de compétition qu'on n'aurait pas pu atteindre en tant que joueur. Je
J'avais un bon niveau régional en tant que joueur. Arrivé en National 2 en tant que joueur, allez, ça aurait peut-être été faisable, mais compliqué. Aller toucher la Ligue 2 alors que je l'ai été en tant que quatrième, soyons honnêtes, c'était impossible. Ouais, ouais. Mais je comprends. J'espère juste en tout cas que tu l'as pas balancé pour un coup de boule. Alors non, 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 par contre, j'ai pris une bronca de la part du public derrière moi parce que j'ai eu le malheur de signaler Zizou hors-jeu sur le match Ah et ouais. ça n'a pas beaucoup plu. La décision était juste, mais sur un match de gala, on nous demande des fois de peut-être fermer un peu les yeux Ouais, bah, et de je laisser comprends, filer. je C'est comprends. Zizou. Les enjeux sont pas les mêmes, évidemment. Oui. Justement, comme tu l'as dit, tu as travaillé dans le monde professionnel, tu as travaillé dans le monde amateur, puis finalement, comme beaucoup d'arbitres, hein, tu commences par ce monde-là. Quelles sont Mm. les différences notables que tu auras rencontrées entre l'arbitrage en amateur et celui en professionnel? Il y en a pas mal. Déjà, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que c'est les arbitres amateurs qui sont le plus à plaindre. Au niveau pro, bah, on se retrouve à 3, 4 avec le quatrième arbitre. Tu peux rajouter les assistants vidéo également. Tu as un délégué, 2 délégués même au niveau pro. Donc il y a du monde et d'un point de vue sécurité, on est tranquille. Par contre, les amateurs, arrivés tout seuls sur des terrains parfois hostiles, hein, faut dire ce qui est, eux ont vraiment du mérite. Et c'est pour ça aussi qu'on perd beaucoup d'arbitres sur les premières années d'arbitrage, parce que c'est compliqué et on n'est pas vraiment en sécurité finalement. Il peut se passer n'importe quoi. Voilà, alors on touche du bois. Pour le moment, il n'y a pas eu de grande catastrophe en France, mais on a vu des pays où il y a eu des drames, Ouais. clairement. Donc voilà, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est ça, c'est l'aspect sécurité, l'aspect collaboration, arbitrage à plusieurs. Il y a le rythme des matchs et le vice de certains joueurs aussi. Certains joueurs ou entraîneurs qui ont de l'expérience, qui ont certaines ficelles pour essayer de faire balancer enfin, pencher la balance dans leur sens. Donc il y a ça qui change aussi. Les enjeux et la médiatisation, bien entendu. Je me rappelle de mon premier match en quatrième en Ligue 2. Tu prends conscience que tu es sur une autre planète parce que tu commences à voir des caméras de tous les côtés, des journalistes que tu voyais peut-être la saison passée à la télé, et là d'un coup tu te retrouves au Mm. bord. C'est quelque chose aussi à prendre en considération et il faut savoir y faire face. Et puis, autre aspect, c'est l'aspect disponibilité, à la fois par rapport à notre activité pro, parce qu'on fait des déplacements, on est pas mal sollicité toutes les semaines, voire même à haut niveau, il y a des matchs en semaine. Donc il faut soit avoir une activité où on est notre propre patron ou avoir quelqu'un qui soit assez conciliant par rapport à Mm. ça, et y compris au niveau familial aussi, hein, parce que c'est pas facile de se dire, en fait, les week-ends, ils sont pris par l'arbitrage. Ouais. On part, en général, on part la veille du match et on rentre le lendemain, donc ça bouffe le week-end et des fois, la famille ne comprend pas trop, donc la famille ou les proches, hein, les amis aussi, hein, de se Ouais, dire, ouais, bon, bah, bien sûr, je ouais. suis pas là ce week-end pour aller faire une soirée parce que Ouais. j'ai un match à officier à l'autre bout de la France. Surtout quand parfois il peut y avoir des moments un peu phares, que ce soit un mariage, un baptême, un Mm, anniversaire, etc. Et parfois j'imagine que ouais, l'entourage ne doit pas le comprendre. Après, ça, c'est des ouais. choses que ben, les sportifs, les accompagnants de sportifs, que ce soit les coachs, tout le staff, etc., peuvent bien Mm, évidemment comprendre parce qu'ils vivent aussi ces choses-là. J'aimerais qu'on aille un peu plus sur l'aspect terrain entre le professionnalisme et l'amateurisme. Tu disais que d'une certaine manière, c'était sûrement plus facile d'un point de vue, bien évidemment, sécuritaire. Mais est-ce que justement, le fait, comme tu l'as dit, qu'il y ait autant de personnes à disposition de l'arbitre principal, est-ce que finalement, c'est pas une facilitation qui est tellement extrême que d'une certaine manière, c'est beaucoup plus simple d'être arbitre de champ dans le monde professionnel que dans le monde amateur? C'est simple sur certains aspects, ouais. Mais sur d'autres, ça l'est moins. Comme je le disais, l'enjeu et la Ouais, médiatisation, il faut savoir y faire face. La pression, le stress, se dire que, être conscient que la décision n'a pas le même poids au niveau professionnel ou au niveau par rapport au niveau amateur. C'est plus simple à certains points, oui. Il faut aussi relativiser. Ça reste un match de foot, que ce soit en amateur ou en pro, et les règles sont les mêmes. ouais, ouais, Donc, non, mais bien sûr. Mais tu vois, pour discuter du documentaire dont on a discuté en off, Laissez hmm, vivre le jeu, je vous encourage
d'écouter tout ça sur la chaîne YouTube de la Ligue 1 Uber Eats, où ils retracent, en fait, ils ont mis des vidéos et des micros sur les arbitres lors de la 38e journée de Ligue 1, du dernier classement de Ligue 1. Et au final, on se rendait compte qu'il y avait beaucoup de moyens à disposition. On connaissait la goal line. Maintenant, on se rend compte que même pour les hors-jeux, etc., c'est millimétré véritablement au couteau. On voit aussi qu'il donne la possibilité, lors de la VAR, de voir toutes les différentes caméras et tous les différents angles pour prendre leurs décisions. Et je me suis dit, bah, finalement, est-ce qu'il vaut mieux pas être arbitre dans cette disposition, bien évidemment en prenant en compte l'enjeu qui était pas forcément évident avec des relégations, des possibilités de championnat d'Europe, etc. Mais finalement, la décision, elle est beaucoup plus simple d'un point de vue factuel à prendre, quoi. Oui, c'est forcément, il y a plus d'aide technologique à haut niveau. Il y en a pas du tout au niveau amateur, hein. Après, allez, si, on va trouver quand même les drapeaux bip, avec le bouton où l'arbitre a le boîtier, sur le bras et reçoit le signal. On commence à le voir, déjà sur les plus hauts niveaux départementaux. Ça Mm. commence à arriver à partir du moment où les arbitres commencent à arbitrer à 3. Il y en a beaucoup qui franchissent le pas de soit de se faire financer ça, soit de se les financer eux-mêmes. Mais oui, l'aide technologique est forcément une sorte de confort et en même temps, la direction de l'arbitrage, demande que ça ne soit pas, en quelque sorte, quelque chose derrière quoi on va se cacher. C'est l'arbitre qui prend la décision et après il y a des aides à côté et pas l'inverse, que ça reste quand même du domaine de l'humain et qu'ensuite, ben, on puisse corriger, par exemple avec la VAR, certaines décisions qui étaient, clairement erronées, mais pas toutes, parce que justement, elles sont pas toutes clairement erronées et là, on rentre dans un Mm. autre débat, dans un autre domaine. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA, de robotisation, etc., et notamment dans certains métiers où certains ont peur de perdre leur métier, etc. D'une certaine manière, on pourrait se poser la question dans l'arbitrage, parce qu'il y a des aides aujourd'hui qui sont importantes. Il y a des lois du jeu, comme tu l'avais rappelé en off, qui sont très précises. Et on pourrait se dire avec un robot qu'on pourrait très bien travailler. Mais finalement, peut-être que ce bon sens et cette conscience humaine manqueraient à l'appel et il y aurait finalement des erreurs, peut-être même beaucoup plus d'erreurs qu'avec des humains. Bah, il y a une notion fondamentale dans l'arbitrage et c'est quand même écrit dans les lois du jeu. Certes, il y a des situations où les lois du jeu vont nous dire, bah, cette situation, c'est noir, cette situation, c'est blanc, mais il y a d'autres situations qui on peut pas tout prévoir, en fait, déjà dans les lois du jeu, tous les cas. On va déjà chercher, dans le football des cas, la barre transversale se casse ou il y a un chien qui rentre sur le terrain et qui prend un ballon. On va loin quand même sur certains trucs, où le ballon tape un drone qui était au-dessus du terrain, voilà ce genre de choses-là. Donc on va déjà chercher suffisamment loin et on ne peut pas tout prévoir et dans les cas qui sont pas prévus, on demande à l'arbitre de faire preuve de bon sens, donc d'agir en bonne intelligence et dans l'esprit du jeu et de faire de son mieux, quoi qu'il Mm. en soit. Et il y a malgré ça aussi beaucoup de situations où on dit c'est en quelque sorte en fonction de la manière dont l'arbitre a perçu les choses, mais c'est à lui de décider. Je te la résume de manière assez simple, Ouais. mais c'est l'idée, c'est que certes les fautes, par exemple, il y a des critères définis pour dire s'il y a faute ou pas, mais ces critères sont soumis à interprétation. Je te montre une situation vidéo, peut-être que toi tu vas trouver que le joueur il arrive pas si vite que ça, alors que moi je vais trouver qu'il arrive super vite, qu'il met trop d'intensité. Alors que pour toi, ça reste acceptable. Et c'est aussi ce qui fait la différence d'un pays à l'autre en termes d'arbitrage, de Mm. culture arbitrale, de culture du football. Tu vas en Angleterre, les contacts sont beaucoup plus rugueux et ça siffle moins certaines choses. En France, on est plus, on va faire attention à la protection des joueurs. Donc par rapport à ces mêmes contacts-là. Et les joueurs doivent aussi s'adapter en passant d'un pays à l'autre. Tu vois aussi le type de jeu, hein. Une équipe française en Champions League, elle joue pas de la même manière. Et elle réagit pas de la même manière aussi par rapport à un arbitre. Parce qu'ils savent que l'arbitre, c'est pas le même qu'ils ont tous les week-ends et qu'il va réagir aussi différemment et surtout que bah, les sanctions vont peut-être être aussi plus importantes parce qu'on est en Champions League. C'est ce qui peut expliquer un sujet que j'aimerais qu'on aborde par la suite sur le fait que maintenant, il y a des consultants dans les clubs et qui Mmh. peuvent justement donner des astuces
par rapport à l'arbitre qu'ils vont avoir, par rapport effectivement au jeu, s'il y a une compétition européenne, etc. Ouais. Ouais, sujet super intéressant ça. Tu veux Ouais. qu'on l'aborde maintenant ou Non, non, on non? l'abordera après On parce que reviendra j'aimerais après. qu'on commence tout d'abord par parler de l'entraînement. Moi, c'est quelque chose, bien évidemment, en tant que préparateur physique et kiné du sport qui m'intéresse tout particulièrement. Et Mm. on a peut-être tendance en tant que supporter et peut-être même en tant que joueur, staff, etc., à oublier le fait qu'un arbitre est aussi un sportif qui s'envoie beaucoup de kilomètres et aussi plein d'autres choses dont on va parler. Et pour la petite anecdote, j'ai assisté une seule fois à un entraînement d'arbitre, en l'occurrence celui de Madame Frappard la veille de la finale de la Coupe de France entre Nantes et Nice en 2022. J'étais en reconnaissance terrain la veille avec l'équipe de l'Olympique Lyonnais pour la Coupe Gambardella. Et j'avais trouvé ça hyper intéressant de voir déjà comment elle se comportait, même si c'était bien évidemment dans un cadre particulier, en pré-match, etc. Et ça n'indiquait pas tout l'entraînement qu'il pouvait y avoir derrière. Et justement, j'aimerais qu'on en discute tous les deux. Quel est l'entraînement d'un arbitre et comment devenir un bon arbitre? Alors, comment devenir un bon arbitre? Je sais pas si j'ai la recette. Mais sur l'entraînement, ouais, je peux en parler. Ben, toi, tu as assisté à un entraînement un peu particulier parce que c'était en veille de finale, hein, de ce que tu me dis. Et du coup, il y avait les préparateurs physiques de la direction technique de l'arbitrage qui étaient présents et qui avaient en fait organisé les séances d'entraînement spécifiques pour Stéphanie et ses assistants. C'est un peu particulier parce que au quotidien, on est seul déjà. Alors à haut niveau, il y en a certains qui prennent un préparateur physique justement pour se décharger de tout ça. Et il y en a d'autres, moi c'est ce que j'avais fait parce que je m'étais formé aussi à la préparation physique. Donc, savoir un peu comment organiser sa semaine, savoir à quoi il faut faire attention en termes de récupération, en termes de charge, etc. Il y a quand même ce côté qui est particulier dans l'arbitrage où on apprend à devenir autonome sur pas mal de choses, et y compris l'entraînement physique. Ce côté de se retrouver seul pour aller s'entraîner. On est seul face à soi-même et on n'a pas quelqu'un qui nous prépare nos séances comme un joueur, il arrive en club, il n'a pas réfléchi à ce qu'il allait faire comme séance. Il arrive, on lui dit, bah, tu vas faire ça, là, la consigne, c'est de faire ça, etc. On va bosser ça. Et puis, il fait. Là, ce que tu m'indiques, c'est même au très haut niveau chez les arbitres de Ligue 1, Ligue 2. Alors, ils ont quand même des trames, notamment en période de prépa. Par Ouais, exemple, là, avec la trêve estivale, ils ont une trame, on leur donne un programme. On leur donne quand même un programme à très haut niveau, mais ils sont quand même libres sur certaines choses. C'est pour le très haut niveau, pour ceux qui sont pros. Après, ils vont en stage, ils ont des séances prévues en stage. Je veux pas trop dire de bêtises, mais je crois que c'est quasiment tous les mois en stage pour un d'accord. arbitre élite. Ils ont des programmes et puis des séances prévues sur ces stages-là en plus. Pour le reste, je peux te donner l'exemple. Ben déjà, la planification pour un arbitre, elle est calquée sur la saison de foot, avec les trêves, etc. Donc là, il n'y a pas grand-chose qui change par rapport à un joueur. Pour l'exemple d'une semaine type, je vais te donner ce que je faisais moi quand j'étais en National 2 à l'époque. Ouais, carrément. On a le match, en général, c'était le samedi soir, le match. Le dimanche, donc il y avait le trajet du retour, je me faisais une récup. En général, je rentrais après le match à l'hôtel, je me faisais quand même un peu de rouleau de massage, un petit truc de récup. Je me refaisais une récup le dimanche en arrivant chez moi sur le vélo, vraiment décrasser, dérouler un peu. Mhm. Le lundi, je faisais une séance d'aérobie légère en course à pied, histoire de relancer un peu la machine. Le mardi, c'était ma grosse journée PMA ou seuil lactique, où là, on était sur de la grosse séance et on tapait haut dans le cardio. Le mercredi, généralement, soit je faisais rien du tout, tout dépend, voilà, c'était la journée où je m'écoutais et je faisais ce qui me plaisait, soit je faisais de la récup, soit autre chose, une autre activité, vélo, de la piscine, autre chose. Mais généralement, c'était rien, c'était la journée off. Le jeudi, une vitesse, vivacité, voilà, plus axé là-dessus. Le vendredi, je faisais surtout des appuis, de la coordination. Et puis, ben, le samedi, le matin du match, un petit réveil musculaire en général, un petit tour dans la ville en marchant, et puis un peu de travail de proprioception que j'essayais d'intégrer quand même sur pas mal de séances. Et voilà, ça, c'est essentiellement sur la partie course à pied pure. Ajouté à ça, ben, je me débrouillais en fonction de l'envie, je me mettais 2 séances de renfort muscu. Donc en fonction des jours, je me calais ça un jour ou l'autre. Souplesse, étirement aussi.
par rapport à ça, depuis plusieurs saisons, j'incorporais de l'entraînement cognitif et j'essayais au maximum de l'intégrer aux séances que je faisais. Par exemple, une séance de PMA où je vais aller faire du fractionné, je vais peut-être faire du 30-30, de rajouter sur chaque temps de récup peut-être une vidéo à analyser ou un exercice, par exemple pour travailler sur l'aspect fixation d'objectifs, concentration et respiration, un tir avec du pistolet laser, où on vient D'accord. apprendre à gérer la respiration, etc., à bien prendre conscience de son corps, de notre état de fatigue, et puis de garder la lucidité nécessaire pour effectuer cet exercice-là, alors que le cardio monte au fur et à mesure de la séance. Comme un Et biathlète après, finalement. comme un biathlète, ouais. Et c'est super intéressant. J'anticipe un petit peu sur l'aspect cognitif dont tu parlais tout à l'heure. Mais voilà, il y a plein de choses à faire et moi, ça fait plusieurs années que je m'intéresse à ce côté-là du sport et notamment de l'arbitrage, tout l'aspect neurocognitif, perception, prise de décision, réactivité, concentration, etc., qui est quand même une facette de l'arbitrage sur laquelle on a encore beaucoup à faire, à mon sens. On le fait depuis quelques saisons chez les pros. Pour autant, il y a quand même encore mieux à faire parce qu'il n'y a pas réellement d'indicateurs, il n'y a pas réellement de suivi de la progression sur cet aspect-là, comme on peut le faire sur le physique, hein. Dire, bah, j'ai mes indicateurs, je vois que le joueur progresse. Bah, là, sur le cognitif, pareil, on est capable d'avoir des indicateurs. Tout dépend les moyens qu'on met en place. Il y a des choses très simples où on va stimuler les aspects cognitifs, mais on n'a pas d'indicateur pour vérifier vraiment qu'il y a une progression. Ok. Donc voilà. Et pour autant, l'arbitrage, c'est quand même là-dessus qu'on est jugé à la justesse des décisions. Et on s'entraîne, surtout chez les amateurs, on s'entraîne quasi exclusivement à courir. D'accord. Parce que toi, ce dont tu parles, donc, comme tu es aussi préparateur mental, tu as cette sensibilité-là. Mais est-ce que tu es le Mm. seul à ton niveau à l'avoir par rapport à tes sensibilités? Ou est-ce que même certains autres arbitres pratiquent ce genre d'entraînement? Chez les pros, comme je disais, on y touche un petit peu depuis quelques années, mais quand ils sont ensemble en stage à Clairefontaine, là où il y a des séances où on va travailler avec, j'ai perdu le nom, les cellules lumineuses là. Ouais, mais d'ailleurs, on le voit Euh, bien dans le reportage Laissez mm, vivre le jeu, où à un voilà, on moment les voit, oui, donné, effectivement. Madame Frappard doit prendre une décision Mm, avec une situation avec un écran. Et puis, il y a aussi l'utilisation de certaines fit lights. Moi, je pense que aussi la mm. problématique de cet outil-là, c'est pas que ça soit un mauvais outil, c'est souvent que ça soit mal utilisé. Et je pense que même 99% ne savent pas l'utiliser. Et certains, je sais qu'ils l'utilisent très bien. Je pense notamment à mon collègue Anthony Lespade, qui utilise très bien cet Je le outil-là. confirme. Et j'imagine que toi aussi, c'est des outils que tu aimes incorporer dans ton entraînement. Pour faire un petit peu la genèse de comment j'ai découvert l'entraînement cognitif, justement, c'était cette prise de conscience de me dire, en fait, je m'entraîne à courir, à quel moment je m'entraîne à prendre des décisions? Il y a un vrai problème. Et prendre des décisions, c'est pas seulement comme on le fait en stage, à être assis sur une chaise, regarder une vidéo, c'est décontextualiser de l'effort qu'on fait sur le terrain. Bien sûr. Et en plus de ça, on demande des ralentis, etc. On n'a pas l'état de stress, on n'a pas le cardio qui monte tout là-haut. Et moi, je voulais me rapprocher un maximum de ce qu'on pouvait faire sur le terrain et d'essayer d'intégrer des choses, ben, de mixer le physique, l'athlétique et le cognitif pour être au plus proche de l'effort terrain sur les deux aspects. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de la PMA avec les vidéos intégrées sur les temps de récup. Ça se rapproche vraiment de l'effort qu'on fait sur le terrain. On enchaîne des efforts à différentes intensités, bien sûr, mais ça permet d'avoir le cardio qui monte, de travailler aussi sur cet aspect rester lucide, parce qu'il y a quelque chose à percevoir et à analyser et une décision à prendre à l'arrivée. Et la décision, Ok. ça peut être je décide de pas siffler. Et de multiplier en fait ces prises de décision, puisque au final, un arbitre dans un match, en termes de décision et pas seulement de perception d'information, de décision, c'est en moyenne une décision toutes les 15-20 secondes. Donc si on part sur 20 secondes, ça te fait globalement sur un match de 100 minutes avec les arrêts de jeu qui vont avoir Mhm. tendance en plus à être un peu plus longs, 100 minutes, ça te fait 300 décisions dans un match. Je décide de siffler, de pas siffler. Et au-delà de ça, il y a aussi bah, le nombre d'informations que tu vas engranger. Et on peut parler aussi de décision sans qu'il y ait l'aspect décisionnel avec le sifflet ou pas le sifflet, Mhm. de décision dans
je perçois que l'action, elle se déroule comme ça. J'ai détecté qu'il y avait un espace à cet endroit-là ou que le joueur allait déborder ici. Je commence à anticiper, à prendre mon déplacement par là-bas. C'est aussi une décision en soi. Eh oui. Donc tu rajoutes tout cet aspect cognitif-là à la décision telle qu'on l'entend arbitralement parlant. Ouais, c'est plus une décision arbitrale, mais c'est une décision en tant que Ouais, sportif de où tu vas te placer pour être c'est ça. dans C'est je fais dans un le bon choix de espace, déplacement, une option, je prends une option, etc. Parce comme que un j'ai joueur analysé finalement. certaines choses. Tout à fait. Donc voilà. Et puis je te rejoins sur le fait que Anthony Lespade soit un spécialiste dans le domaine. Je le suis sur les réseaux et je l'ai contacté parce que il a parlé d'une formation qu'il allait peut-être faire au mois de septembre et ça me parle beaucoup. Donc Ok. je lui ai dit que ça m'intéressait pour aller encore un cran plus loin dans tout ça. Et justement, l'entraînement cognitif, j'ai testé beaucoup de choses, moi, au départ, voir un petit peu. Il y a aussi ce côté, et beaucoup de préparateurs physiques ou d'autres personnes, d'athlètes aussi, utilisent ça parce qu'il y a le côté ludique. Et on vient jouer sur la motivation et c'est super intéressant dans ce sens-là. Et c'est déjà ça, on va dire. Mais après, pour pouvoir dire que réellement on fait de l'entraînement cognitif et qu'on progresse cognitivement par rapport à ça, ben, c'est là où il faut établir une certaine cohérence dans la planification, dans la préparation des séances, qu'est-ce qu'on va travailler concrètement, comment on va le faire, et quels indicateurs on va avoir pour pouvoir mesurer ça et pouvoir dire au fur et à mesure, ben ouais, effectivement, il y a une évolution sur cet aspect de réactivité, sur cet aspect de prise de décision dans telle situation, etc. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, d'aller justement sur cet aspect de faire quelque chose qui ait un vrai but et qu'on puisse valider derrière Hmm, et exactement. pas simplement faire mumuse. Ouais, parce que je pense que souvent on l'utilise à mauvais escient pour justement amuser la galerie et Mm. créer peut-être une adhérence chez l'athlète, mais je trouve ça un peu limite. En tout cas, je pense que, comme toujours, à chaque fois qu'on utilise quelque chose, que ce soit une méthodologie ou un outil, je pense qu'il faut toujours se poser la question de pourquoi on l'utilise et pas juste se dire, ah, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux et je vais l'utiliser voilà, en me disant que ça va fonctionner. Les athlètes, les sportifs en général n'ont peut-être pas trop de temps à perdre, mais bon, c'est un Mm. autre débat. En tout cas, finalement, toi, en tant que préparateur mental, tu as donc des clients qui te suivent pour ça. Est-ce que c'est des outils que tu vas utiliser avec eux, avec certains profils? Oui. Bah déjà, la première chose, c'est d'échanger avec l'athlète. Parce qu'en fonction de la discipline, les demandes d'un point de vue cognitif sont pas les mêmes. Un arbitre va pas avoir les mêmes les demandes cognitives que qu'on pourrait prendre un biathlète, qu'un joueur de hockey, que quelqu'un qui va faire du tir à l'arc, Bien sûr. etc. Donc déjà, la première chose, c'est de discuter avec l'athlète et d'identifier quelles sont les habiletés cognitives qui sont mises en jeu dans sa pratique, à quoi il est confronté, c'est quoi ses contraintes, les difficultés qu'il rencontre, et d'identifier avec lui aussi sur quels aspects il a besoin de progresser et sur quels aspects il est bon. Et à partir de là, de définir avec lui une sorte de programme, de dire ben, on va partir, on va travailler une ou deux habiletés cognitives et on va le faire de telle manière. On va identifier ce que j'appelle un peu la base, Mhm. dire bah, ok, voilà, à l'heure actuelle, t'en es là sur cet aspect-là. Et de pouvoir mesurer au fur et à mesure, dire, de faire des tests régulièrement et dire bah, voilà, là on voit concrètement qu'il y a eu une évolution. Et d'avoir aussi le retour du sportif par rapport au terrain. Parce que c'est quand même ça l'intérêt, c'est que le faire progresser juste pour le faire progresser, ça n'a aucun intérêt. Mais que ça lui soit utile et qu'il sente que c'est efficace après sur le terrain, Exact. qu'il sente qu'il est plus réactif, qu'il arrive mieux à percevoir le positionnement de ses partenaires et des adversaires sur le terrain, en fonction de si l'action elle vient sur la droite ou sur la gauche aussi, il peut y avoir des différences. Il peut être en difficulté dans une situation et moins dans l'autre. Et d'avoir son ressenti aussi est quelque chose d'intéressant en termes d'indicateurs. Et après, il y a plusieurs outils. Et en fonction des outils qu'on utilise, on va être plus sur de la stimulation cognitive. On va pas avoir d'indicateur, si ce n'est le ressenti de l'athlète, donc très subjectif en Mhm. quelque sorte. Sur ce genre d'outils-là, tu prends des coupelles, des plots, des chasubles, des trucs de couleur. Tu soit t'annonces la couleur, soit tu la montres visuellement. Ça lui oblige à lever le regard. Soit après tu joues sur
Ça peut être aussi en termes de raisonnement et d'analyse. Dire, si je te montre cette couleur-là, tu mets des chiffres en différentes couleurs. Si c'est un chiffre pair, ben, tu fais ça. Si c'est un chiffre impair, tu fais ça. Ou si Mhm. la somme des deux couleurs que je te montre, c'est pair ou impair, tu vas réagir de telle manière. Tu viens travailler la mémorisation, la concentration, la capacité d'analyse et de raisonnement, et ensuite la décision à l'arrivée. Donc même avec ça, tu vois, tu peux jouer sur les degrés de difficulté, sur les consignes que tu vas donner et les perturbateurs que tu peux mettre en place aussi, en disant, bah, je vais montrer ça, mais tu vas faire le contraire de ce que je te montre. Ouais, Donc, l'idée de tout ça, c'est en somme d'augmenter la charge neurocognitive. Pour mhm, faire très vulgairement, c'est d'augmenter la charge, on va dire même émotionnelle, etc., pour qu'elle soit très ouais, vulgarisée et faire comprendre que finalement, un joueur, quand il est dans un stade avec des adversaires, un ballon, des coéquipiers, voire même le coach qui lui crie dessus, les mhm, supporters, etc., des décisions arbitrales, tout ça va influencer son jeu, en fait, c'est sa mhm, décision, etc., et sa manière de bouger. Et du ouais, coup, même moi, c'est des choses qui me parlent beaucoup en tant que kiné du sport parce que ça influence énormément sur un potentiel risque de blessure ou justement tout à éviter fait. ce risque de blessure dans un aspect un peu plus préventif, entre guillemets, de l'entraînement. Et tu peux basculer aussi sur l'aspect simplement proprioceptif, avoir conscience de la position de son corps dans l'espace, parce que Mhm. tu vas prendre une décision, mais au moment où tu es en duel, par exemple, avec un adversaire, épaule contre épaule, t'es pas stable et il faut quand même que tu prennes des informations à ce moment-là. Et ça fait partie aussi du cognitif, l'aspect proprioception, avoir conscience de sa position, etc. Même sur le terrain, dans l'espace aussi, sa position, se situer. Et tu as plein d'autres choses. Tu peux jouer avec des numéros, des symboles. Tu as des applis sur les smartphones aussi Ouais, qui sont intéressantes. Il y a, je t'en parlais tout à l'heure, le pistolet de tir laser, qui peut être un outil d'entraînement cognitif super intéressant. T'as, je sais pas si tu connais je sais plus le nom, mais les bâtons à trois branches, ouais, bien sûr. avec différentes couleurs. Ouais, T'en as des très simples, les couleurs sont déjà peintes dessus, et t'en as qui peuvent s'illuminer aussi, d'accord. un peu comme les Fitlight ou voilà, avec différentes couleurs. Et là, tu peux travailler, programmer ça et travailler de différentes manières. Ça, c'est super intéressant. Tu viens en plus travailler la coordination œil-main en fonction Ouais, du sport. Ça va être vachement intéressant. Tu as les balles lumineuses. À chaque rebond, elles ne s'allument pas de la même manière. d'accord. Donc là, pareil, tu donnes une consigne en fonction de la couleur pour travailler la coordination œil-main, la concentration, la capacité de réaction et de mémorisation aussi des consignes. Tu as tous les plots lumineux, Fitlight, Power React, Pod et j'en passe, qui sont intéressants. Passer des situations vidéo aussi pour un arbitre ou pour en fonction des pratiques, ça peut être quelque chose d'intéressant. Et puis, j'ai dans mon arsenal, j'ai un sac plein avec plein de matos euh, pour s'amuser, mais de manière sérieuse. Il y a l'aspect cohérence quand même derrière à Bien sûr. garder en ligne de mire. La réalité virtuelle qui Ouais, commence à vachement prendre de place là-dedans. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est en immersion dans un environnement et on travaille à 360 degrés sur des environnements en trois dimensions. Là où le neurotracker est un peu limité par rapport à ça, parce qu'on est sur quelque chose en 2D et ouais. on n'a pas cette notion de perspective et de position de nous-mêmes dans l'espace par rapport à ça. Donc la réalité virtuelle est super intéressante par rapport à ça. Et puis un autre aspect, je sais qu'Anthony l'utilise aussi, c'est les vestes, les gilets haptiques où tu viens ajouter quelque chose d'un peu perturbant avec une bande son, par exemple, d'ambiance de stade Ok, et qui vient créer en fait des vibrations au niveau de ton corps pour reproduire un peu l'effet ambiance dans un grand stade, l'effet pression que tu peux subir aussi parce que avoir les vibrations à ce moment-là, ben, il y a un peu de l'effet pression et ok, voilà, tu peux rajouter, tu peux simplement sans avoir la veste rajouter une bande son d'ambiance en augmentant les watts et les décibels là, pour venir perturber un petit peu et se rapprocher le plus possible de ce qu'on va rencontrer sur le terrain. Et après, mhm, on peut aller super loin. Tu pourrais imaginer, je sais que Michael Bouilly, qui est entraîneur des gardiens au Paris FC, est un précurseur sur ce sujet de l'entraînement cognitif. Il fait des trucs de fou avec ses gardiens, mais justement, il essaye d'avoir des indicateurs et de mesurer tout ça. Et il va jusqu'à se dire, bah,
le terrain demain, il est pluvieux, enfin, la météo est pluvieuse, le terrain va être dégueulasse, c'est un terrain gras, où ils ont tendance à beaucoup arroser. La luminosité, elle est telle quelle. Les joueurs adverses et nous, on va jouer en telle couleur. Et de reproduire ça à l'entraînement pour aider ces gardiens, se préparer en fait à ce qu'ils vont rencontrer le jour J. Et du coup, d'une semaine à l'autre, il va changer. Ben, c'est pas les mêmes couleurs, c'est pas la même météo, c'est pas la même configuration d'un point Bien de vue sûr. terrain. Et tu peux aller super loin en fait dans ce côté cognitif pour se rapprocher de ce qu'on va mettre l'athlète en fait dans les meilleures dispositions possibles pour être le plus performant possible le jour J et le moins perturbé possible. Mais tu vois, tu parlais de réalité virtuelle. J'ai mon pote kinéaste Pierre Poulain, que j'ai interviewé d'ailleurs sur l'épisode numéro 7, et qui, lui, a fait un épisode sur la proprioception et a parlé de cet aspect de réalité virtuelle dans le Mm. but de travailler sur cet aspect proprioceptif. Je suis bien d'accord avec toi sur l'intérêt qu'il y ait un transfert au sport. Moi, ce que je dis toujours à mes sportifs, c'est que peu importe ce que je dois faire avec vous. Le but, c'est que vous soyez meilleur dans votre activité sur le terrain et pas que je fasse de vous des as de la préparation physique. Ça n'a aucun sens. Donc, je partage bien évidemment ton avis. Ouais. Mm. Et pour rebondir du coup sur ta question de tout à l'heure, bah, les arbitres ont pas forcément tous ces moyens à disposition quand on s'entraîne seul la semaine. Donc moi, c'est ce que je propose aussi. Alors après, en fonction de l'accompagnement, ben, la distance limite un peu les choses. C'est plus compliqué de le faire à distance. Mais toujours est-il qu'on peut quand même proposer des choses à distance. On va même aller dans le cas extrême, même la réalité virtuelle. Admettons, l'arbitre, il a un casque de réalité virtuelle chez lui, et ben on est capable d'installer ce qu'il faut et d'avoir un suivi à distance et de lui dire ben, on va faire telle séance aujourd'hui, etc. Et de l'accompagner là-dessus. Et après, on peut faire des choses très simples, même avec très peu de moyens, mais on est limité après d'un point de vue indicateur, comme je le disais. Mm. Moi, j'ai un outil de rat pour ceux qui n'ont pas trop envie de dépenser. C'est l'application Switch On Training. Je ne sais pas si tu la Elle est connais. excellente. Et qui est franchement très bien, je pense, déjà dans un début pour se familiariser avec Ouais. ce domaine-là. Et puis après, utiliser tous les outils que tu as mentionnés pour aller un peu plus loin et diversifier, créer un peu plus de variété dans les Mm. stimulations neurocognitives dont tu as parlé. Un autre technique de rat, un petit truc tout simple. Tu vois les phares de vélo où tu peux appuyer sur le bouton, mettre le clignotant à droite, à Uhum. gauche, où tu as cinq Possibilité. lumières différentes, quoi, Ouais, cinq possibilités, cinq options. Tu en prends quatre cinq sur des sites pas chers. Je ne donnerai pas le nom, mais voilà, il y a des choses, tu peux les avoir vraiment pas chères. Tu en prends quatre cinq et tu les positionnes sur des plots à différents endroits. Et au dernier moment, tu allumes. Tu demandes à quelqu'un d'allumer euh, de, ce- de différentes manières, comme il veut. Et si c'est à droite, il va à droite. Si c'est à gauche, il passe à gauche du plot. Et il enchaîne en fonction des plots. Et pour les autres options, ben, tu donnes une consigne, tourner autour du plot, revenir en arrière ou stopper sa course. Voilà, tu peux envisager plein de choses. Ça peut permettre déjà de mettre un premier pied sur de l'entraînement cognitif où tu vas rajouter ce côté imprévu et au dernier moment. exactement. Parfait. Franchement, génial. Beaucoup d'informations, beaucoup de gros tips, beaucoup de free game, comme dirait mon pote Kevin Ferreira. J'aimerais justement qu'on aille sur ces aspects de sacrifice du corps arbitral dont on avait commencé à en parler tout à l'heure. Est-ce que finalement, un arbitre peut vivre correctement de cette activité? Combien d'arbitres finalement en France vivent de leur activité arbitrale? Alors, j'ai pas toutes les réponses et c'est compliqué de les avoir. Par contre, j'ai aucun tabou là-dessus. Déjà, on va partir du plus bas. Même au début, ça permet de se faire de l'argent de poche parce qu'au début, très souvent, on démarre, on est étudiant Ouais, et ne serait-ce qu'avoir 60 euros minimum par match. Le moins qu'on puisse savoir, c'est 60 euros par match et tu fais un match, voire deux par semaine. Quand tu es étudiant, c'est pas négligeable. carrément. Moi, à l'époque, ça m'avait permis de me payer une console et puis à terme, plus tard, déjà de me financer ma première voiture que j'avais trouvée à 1000 euros, voilà, Bah ouais. une vieille 205, mais c'était ma première bagnole et je me l'étais payée grâce à l'arbitrage.
en mettant Comment ça de ça, côté. t'as pas eu l'Audi, la première voiture? Ah ben Comment non, ça, non, Nicolas? non, non. 205 et j'ai pas de honte à le dire. Non, Voilà, mais y a t'as bien raison. Je me reconnais dans ton c'était la témoignage première et puis et on d'autres n'avait se pas de scrupule à reconnaîtront y mettre aussi. une tonche dessus. Il y a une bosse par-ci, une bosse par là, c'est pas grave, je l'ai accroché. Voilà. Donc c'est le côté sympa, c'est que dès le début, tu peux te faire de l'argent de poche. Maintenant, après, au plus tu montes, bah, au plus tu mets du beurre dans les épinards, hein. Quoi qu'il en soit, un peu moins à haut niveau maintenant parce qu'il y a des contrats. Il n'y a aucune sécurité, il n'y a aucune garantie de rester à un niveau ou de monter au niveau au-dessus, etc. Et d'une saison à l'autre, tu peux descendre et perdre forcément une certaine rentrée d'argent, une certaine somme. Donc la plupart, en tout cas jusqu'en national, tout le monde a un métier à côté. Il y en a même plus haut qui continuent à avoir une activité à côté. Et à partir du national, il y en a qui continuent, mais il y en a qui choisissent de se mettre en disponibilité par rapport au travail pour se consacrer uniquement à ça et voir s'ils ont l'opportunité de monter un cran plus haut et de toucher au professionnalisme. Ouais, parce qu'en faisant un Donc, peu mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y a certains arbitres, même des arbitres centrales en Ligue 1, avaient une mm, activité à côté. oui, exactement. Alors ça j'ai Euh, trouvé ça assez lunaire. Enfin, j'étais vraiment étonné de voir ça. Et je pense que d'autres le sauront autant que moi. mm, Parce que d'une certaine manière, bah, quand on voit tous les acteurs qu'il y a autour de nous, que ce soit même le staff, hein, et que nous, finalement, le lundi matin, on est dans un autre domaine complètement différent, je trouve ça assez fou. il y en a moins qu'il y a quelques années, depuis qu'il y a eu les contrats élites et donc qu'on a professionnalisé l'arbitrage à haut niveau. Il y a des contrats de 1, 2 ou 3 ans, si je dis pas de bêtises. Et donc, les arbitres, ils savent que bah, sur 2 ans, ils sont sûrs de rester à ce niveau-là, etc. Donc, il y a une garantie. Il y a aussi, ça fait plusieurs années, ça maintenant que c'est passé, mais les arbitres au niveau pro ont un fixe par mois, ce qui n'était pas le cas avant. Et avant, ça voulait dire que ben, l'arbitre qui se blesse, qui est blessé pendant 2 mois, il n'a rien pendant 2 mois. D'accord. Donc maintenant, il y a au moins cette partie fixe pour donner un ordre d'idée. Alors après, il faudrait faire les calculs pour avoir le détail. Mais en termes de revenus dégagés, pour un arbitre central de Ligue 1, revenu annuel moyen, c'était les chiffres d'il y a 2 ans. Ça a peut-être augmenté un tout petit peu depuis. C'était en brut 125 000 euros en revenus dégagés. Donc tout ça, après, c'est déclaré aux impôts, Bien sûr. etc. Pour un assistant en Ligue 1, un assistant élite, donc lui qui a un contrat, c'était du 84 000, un non-élite 61 000. Et après, en Ligue 2, un central était à 58 000, toujours en brut, hein, et un assistant en Ligue 2 était à 36 000. Et Ok. après, en national, tu dois être à peu près à du 36 000. Donc, l'équivalent d'un arbitre assistant de Ligue 2, un arbitre central de national doit être à peu près pareil. Donc, Et puis, j'imagine que dans les tu sommes que diminues tu au as fur et à données, mesure. il y a une partie en fixe, et puis après, c'est Oui, les calculs qui font que il y a des c'est sommes ça. en Il y a plus une par partie, match, et qui fait ouais, que, grosso modo, on arrive à ces sommes-là. il y a une partie fixe qui tombe, quoi qu'il en soit. Il y a une partie prime de match. En général, à ce niveau-là, ils font 2 matchs par mois au centre, Mhm. puisqu'à côté, ils font aussi arbitre vidéo, etc. Après, tu as des bonus pour ceux qui sont à l'UFA, donc les arbitres internationaux, un bonus en plus. Et puis après, en fonction des matchs, tu as des primes de match, par exemple, en Coupe de France, selon le niveau de la compétition, t'as des primes supplémentaires. Voilà. Moi, la question que je me pose, c'est déjà qui est-ce qui décide de ta progression ou de ta régression dans les championnats et comment ça fonctionne? C'est marrant, c'est une question qui revient à chaque fois que je parle d'arbitrage avec quelqu'un. D'accord? Les gens savent pas comment on fait en fait pour monter les différents échelons. Si tu veux, c'est un peu comme les clubs. Il y a un championnat des arbitres. Les meilleurs montent, les moins bons descendent. Voilà, je te Ah la fais de ouais, manière synthétique. très bien. Maintenant, en détail, comment ça marche? On a différentes évaluations. Donc, on a d'anciens arbitres qui ont évolué au moins à notre niveau, mais en général, c'est au niveau supérieur pour pouvoir juger si on est capable d'arbitrer au niveau supérieur ou pas, qui viennent nous évaluer sur différents critères sur un certain nombre de matchs. À haut niveau, c'est tous les matchs. Et après, à bas niveau, tu vas tomber en National 2, par exemple, c'est 5-6 observations. Et puis après, tu descends, il y en a un peu moins. Au plus bas niveau, tu as 2 observations en général. Et d'ailleurs, ça Euh, fait partie un peu du folklore
Je ne sais pas si c'est un mythe ou une réalité, mais quand on sait que l'arbitre est observé, bah, il y a quelque chose qui se passe en fait, hein, je trouve, sur le terrain. Euh, Franchement, il y en a qui ont du mal à faire face aux observations parce que c'est une pression supplémentaire en quelque sorte. Ouais. Mais alors, je mentirais si je dirais que j'ai jamais stressé par rapport à ça. Mais il y a eu un moment dans ma carrière où j'ai pris conscience qu'en fait, c'était un match comme un autre et quoi qu'il en soit, il fallait que je m'habitue à faire tous mes matchs comme si j'étais observé. Mhm. Parce que c'était le meilleur moyen pour moi de ne pas changer mes habitudes et de ne pas faire différemment de ce que je fais habituellement. Et c'est quand tu cherches à faire différemment, quand tu es plus toi, qu'en général, il se passe des conneries. Que tu passes au travers de quelque chose parce que tu essayes de forcer certaines choses, de gérer une situation alors que tu n'as pas l'habitude de la gérer comme ça. Et quand tu es plutôt en général, c'est là qu'il y a des choses qui sont un peu en décalage, ça sonne faux, puis ça se passe pas bien parce que tu fais différemment, alors que ça se passe très bien habituellement. Donc le meilleur moyen, c'est de faire tous les matchs comme si tu étais observé et au moins, il n'y a pas de souci. Après, oui, c'est quelque chose on entend sur les terrains quand les joueurs ou les coachs, les staffs prennent conscience qu'il y a un observateur. L'arbitre, il va mettre un carton, ils vont dire, ah, mais c'est bon, hein, il est observé, on sait que c'est pour ça, c'est pour Hmm. se faire bien voir. Alors qu'il n'y a pas du tout, il n'y a rien du tout par rapport à ça. C'est que les règles et en tout cas la situation pour nous méritait un carton et on le met et c'est pas parce qu'il y a un observateur on va le mettre et ça serait bête de faire ça parce que on sait pas de toute façon ce que va penser l'observateur. Bien sûr. Si je comprends bien, vous pouvez être amené à être sur différentes positions dans le corps arbitral et en fonction d'une certaine manière, vous pouvez être en niveau Ligue 2, quatrième arbitre, mais par contre être sur le champ en National 2. Mm. Est-ce que c'est un choix de votre part ou est-ce que de dire par exemple, bah, moi je veux pas aller plus haut, mais par contre je veux rester sur le champ? Est-ce que vous avez le choix? Il y a des Comment deux. ça se passe? Il y a de tout. Quand tu es arbitre central, tant que tu n'es pas arrivé au niveau fédération, tu es amené aussi à faire assistant sur des matchs de niveau au-dessus. Un arbitre qui est en R1, régional 1, central, ben, il est amené à faire assistant en national 3, national 2. Une fois que tu passes arbitre central en fédération, tu es que arbitre central. D'accord, Mais tu vas faire quatrième. Par exemple, tu es en National 2, tu vas faire quatrième en Ligue 2. Si tu es arbitre central en National, tu vas faire quatrième en Ligue 1. d'accord. Donc il y a ça. Et après, pour les assistants, en général, il fait le choix à un moment donné de dire je vais faire que assistant. Mhm. Et après, une fois en fédération, il continue à être que assistant. Lui, il n'y a pas d'autres fonctions. Il va pas être quatrième, il peut pas être central à côté. Il n'y a pas d'autres fonctions. Si, petit bémol, maintenant avec l'assistance vidéo, il y a aussi des assistants qui ont cette fonction-là, qui peuvent tenir ce rôle-là dans le cas régie ou dans la salle de visionnage. Ouais, justement, ces gens-là qui sont dans la salle de visionnage pour la VAR, j'imagine que c'est que pour le monde professionnel, ça doit pas être en dessous de Oui. Ligue 2, peut-être nationale, dis-moi si je me trompe. Eh ben non, il n'y en a pas en national. Ouais, bien sûr. Et ça, on Et est Ligue d'accord 2, que Ligue 2, on c'est va y tous venir. des arbitres. C'est tous des arbitres ou anciens arbitres. Ok, Il y a des anciens arbitres qui ont été quand même à haut niveau, donc Ligue 1, Ligue 2, qui ont fait la bascule après leur fin de carrière pour être formés comme arbitre pour pouvoir intervenir à la VAR. Parce qu'il y a tout un process, tout un protocole, voilà, c'est particulier. C'est vraiment une fonction à part entière. Donc il y a une formation à avoir et puis il faut avoir connu le très haut niveau pour pouvoir aider à la prise de bien décision sûr. à très haut niveau. Ok, je comprends bien. Je crois savoir que dans le monde du rugby, il y a de plus en plus de consulting au sein des clubs pour justement aider les staffs, aider les joueurs à mieux comprendre le corps arbitral. Je sais que le Racing Club de Strasbourg a Frank Schneider, un ancien arbitre de football, qui intervient en tant que consultant dans ce club-là. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de l'inclusion d'anciens arbitres dans ces staffs? Alors, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Moi, je suis pour à 200%. Pas forcément pour les mêmes raisons qui font que certains n'aiment pas. Je m'explique. Il y en a qui n'aiment pas parce qu'ils se disent, en fait, ces personnes-là vont donner des tips aux joueurs pour la faire à l'envers à l'arbitre, pour rester poli. Voilà, moi, je vois pas ça comme ça. Je vois plutôt ça de manière positive dans le sens où ça permet, en fait, aux différents acteurs,
ce soit les joueurs ou les staffs, de mieux comprendre l'arbitrage et les règles, de diminuer potentiellement leur nombre de fautes et de cartons. Et on sait l'impact aussi que peut avoir un coup franc aux abords des surfaces, hein, les coups de pied arrêtés, le nombre de buts qu'il y a marqué dessus. Ça peut permettre aussi d'augmenter la qualité du placement des joueurs parce qu'on comprend mieux le jeu, on comprend mieux certaines choses. La relation aussi avec les arbitres sur les matchs. Et allez, on va aller quand même un peu là-dessus. Finalement, quand tu connais les règles, tu es capable de jouer avec, mais parce Mm. que tu les connais. Donc c'est un avantage. On pourrait appeler ça un avantage concurrentiel par rapport à ceux qui le font pas. Et du coup, ben, l'arbitre reste un acteur du match, comme les joueurs et les staffs. Mais le but de tout ça, pour moi, c'est pas d'influencer ses décisions, parce qu'au final, c'est quasiment impossible. Mais je vois plutôt ça dans le sens influencer, changer les comportements des joueurs et des staffs. Quand tu es capable déjà de mieux comprendre les règles, potentiellement, tu vas mieux gérer tes émotions, là où tu avais tendance à t'énerver parce que tu connaissais pas la règle. Ouais. Ben, là, tu vas dire, ben non, je connais la règle, ou l'arbitre, il agit comme ça, il est dans son rôle, il est dans sa fonction, et ça sert à rien que je perde de l'énergie, de l'influx nerveux, etc., ou de la charge cognitive, à me mettre en colère ou à être frustré. Et il vaut mieux que je garde cette énergie-là pour la réinvestir dans le dernier geste, retourner défendre quand il le faut, etc. Et pour moi, ceux qui prennent le pas là-dessus, ceux qui prennent en tout cas ce chemin-là, ils ont tout compris en quelque sorte. Parfois, je viens à me demander si les joueurs n'ont pas autant de connaissances qu'un simple supporter, d'un point de vue règle du jeu. Pour moi, tu les mets tous dans le même panier. Je vais être brut de décoffrage. Ouais, c'est Joueurs, staff, supporters, commentateurs, etc. Tu les mets tous dans le même panier. Et ça, j'insiste bien dessus quand j'interviens dans les clubs, justement. Je leur fais prendre conscience que ben, le foot, c'est un sport universel. Et c'est super. Parce que tu vas n'importe où, dans n'importe quel pays, même si tu parles pas la langue, tu es capable de faire une partie de foot avec les autres. Et des ouais, fois avec très peu de moyens. Deux exactement. cailloux, ça suffit pour faire des buts, C'est aussi pour cette etc. raison et toutes ces raisons-là que le football est si populaire. C'est exactement ça. Et ça fait la beauté du football. Mais pour moi, il y a un problème majeur là-dedans. C'est que tout le monde est capable de jouer au football. Personne ne s'occupe de connaître les règles. Et je te dis là maintenant, bah, Maxence, j'ai un nouveau jeu. Ça te dit qu'on joue ensemble. Et je commence à distribuer les cartes. Au bout d'un moment et très rapidement, tu vas me dire, ouais, mais Nico, je connais pas les règles. Comment on fait? C'est quoi le but? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Au foot, tu démarres. Le foot, tu apprends à faire une passe, un contrôle, à conduire le ballon, à dribbler, etc. Et à aucun moment, on vient de parler des règles. Ouais. On t'explique peut-être Et, parfois à les contourner, en tout cas à essayer de et les contourner sans ben, forcément que tu comprennes ouais, pourquoi tu dois les ben, c'est même contourner. pire que ça, c'est qu'en fait, il y a tout un tas d'idées fausses, d'idées reçues, véhiculées sur les règles et l'arbitrage dans le football. Les entraîneurs, les éducateurs, ils véhiculent des idées fausses qui leur ont été transmises aussi. Ouais. Et puis, c'est en plus de ça véhiculé par les médias, Mm. c'est véhiculé par les commentateurs. Et le conseil que je donne généralement, c'est essayer de regarder un match sans les commentaires et de vous faire votre propre avis. Vous êtes quand même intelligent, vous êtes capable de vous faire votre propre avis et de pas être influencé par certaines choses. Alors, il y a du mieux quand même. Je vais nuancer ce que je dis. Il y a du mieux chez les commentateurs et les spécialistes parce que depuis plusieurs années, il y a quand même des arbitres, en tout cas la direction de l'arbitrage donne des cours, entre guillemets, vient informer les médias des nouvelles règles, etc. Ce qui se Ok. faisait pas du tout avant. Donc il y a quand même certaines choses qui changent, mais ça ne les empêche pas de déformer quand même certaines notions. Et du coup, ben, après, les gens écoutent ça à la télé, ils se disent, ben ouais, mais c'est ça la règle, il l'a dit à la télé l'autre jour. Ouais. C'est un spécialiste, c'est un expert, c'est La posture de l'expert. mais voilà, la position de l'expert, expert peut-être d'un point de vue technique et tactique sur le football, il n'y a aucun problème. Et je suis mal placé pour juger là-dessus. Pour autant, sur les règles et sur l'arbitrage, ils connaissent pas beaucoup de choses. Mm. Très clair. Tu as été conseiller technique départemental en arbitrage pendant 5 ans, où tu as développé et structuré notamment l'arbitrage dans le département de l'Isère. Comment tu vois l'évolution de l'arbitrage dans les 10 prochaines années? Allez, déjà, j'ai un rêve. J'aimerais que les relations soient un peu mieux entre les différents acteurs. Mhm. Une meilleure image des arbitres, mais ça veut dire aussi que les gens soient suffisamment curieux pour voir ce que c'est concrètement l'arbitrage
la difficulté qu'il y a derrière. Et puis, un peu plus de dialogue entre les différentes familles du football. Alors pas forcément à chaud, parce que c'est compliqué, on est pris dans le match, dans l'enjeu, etc. Mais je me rends compte que les discussions, les échanges à froid, en dehors des matchs, sont extrêmement porteurs et que ça permet, que ce soit aux joueurs, au staff, aux supporters, mais également aux arbitres, dans l'autre sens, de voir les autres fonctions comme ils n'ont pas l'habitude de voir. Ouais. Donc ça, c'est super intéressant. Et de se dire, d'avoir un peu plus d'humain aussi là derrière, de se dire que ouais, en fait, on a un rôle aussi sur le terrain, on est tous dans notre fonction, on est pris par le jeu, par l'enjeu, etc. Ça peut se comprendre. Mais en dehors du terrain, de se rendre compte qu'il y a des fois des vraies belles personnes qui sont parfois très très chiants sur le terrain. Mais en dehors, c'est des super mecs, par exemple. Donc voilà, de rapprocher un peu plus les différentes familles. Et puis après, sur l'arbitrage, un meilleur accompagnement des arbitres et un meilleur soutien. Meilleur soutien, la défense des arbitres, qui soit vraiment défendue et soutenue par rapport à différentes choses. Et meilleur accompagnement, leur proposer des formations plus poussées, de les sensibiliser à la préparation mentale relativement tôt. Mais ça, c'est vrai dans tous les sports. Mhm. Je Bien pense sûr. que c'est quelque chose qui est abordé dès le plus jeune âge. L'aspect des émotions, de la concentration, etc. Qu'est-ce qui fait qu'on réagit comme ça et que mon collègue il réagit pas pareil alors qu'on est dans la même situation. Mhm. Voilà. Et simplement, la base de la préparation mentale, avant d'aller dans des choses assez évoluées, c'est simplement se connaître et se comprendre. Donc il y a ça, et puis après, sur l'évolution de l'arbitrage, je vois une belle évolution d'un point de vue entraînement cognitif. On Ouais. commence à mettre un pied dedans et il y a vraiment quelque chose à faire parce que c'est quand même là-dessus qu'on est jugé en tant qu'arbitre, plus Ouais, que sur le physique. bien sûr. J'ai vu que les dirigeants français de l'arbitrage demandaient à ce qu'il y ait plus de communication, peut-être davantage pour la sensibilisation et expliquer leurs décisions, notamment en leur donnant des cours en média training, en mettant peut-être davantage de micros comme ils ont pu le faire lors de la 38e journée. Est-ce que toi, c'est des choses qui te parlent, sachant que Hmm. j'ai pu voir aussi que l'instance internationale de l'arbitrage, elle, à l'inverse, était pas pour. Donc j'ai trouvé ça intéressant de voir, tu vois, on parlait aussi des différences culturelles. Hmm. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Déjà, sur l'ouverture, sur le dialogue et d'un point de vue pédagogique, je suis forcément pour parce que ça permettra déjà de faire taire certaines critiques qui sont fausses dans le sens où les arbitres, ils sont hautains, ils manquent d'humilité, on les entend jamais, ils Hmm. se prennent pour d'autres, etc. On les entend jamais parce qu'ils n'ont pas le droit. Maintenant, avec la nouvelle direction de l'arbitrage en France, il y a ce souhait d'ouvrir les micros pardon, des arbitres, de les entendre après match, etc., comme on a pu le voir sur certains essais. Donc il y a ce souhait-là, mais en même temps, ils sont dépendants de l'instance internationale qui, elle, a mis un stop à ça, certainement parce que elle veut, elle, de son côté, faire des tests avant d'autoriser. Mais tant qu'il n'y a pas l'autorisation internationale, c'est pas possible. Ouais. Mais on voit qu'il y a eu en tout cas des beaux retours par rapport à ça. Les gens aimaient bien et ça permettait en tout cas de désacraliser un petit peu la fonction de l'arbitre et de les voir s'exprimer naturellement, d'expliquer certaines décisions, d'avoir ce côté pédagogique aussi en apportant une certaine connaissance de règles qui ne sont pas connues. Mm. Et il y a des nouveaux reportages que j'aime bien regarder avec Tony Chaperon sur Canal+, ou notamment celui que j'ai bien évidemment regardé, c'est celui avec Jean-Michel Aulas, où ils ont parlé du match contre Ils le ont parlé PSV de Neymar. Eindhoven. Et j'ai trouvé ça Pas hyper de Neymar, intéressant Nilmar. parce ouais, exactement avec la faute de Nilmar. Et j'ai trouvé ça Ouais. hyper intéressant parce que ça date de 2004. Donc imagine-toi, ça a presque 20 ans. Et moi, j'ai toujours grandi comme chaque Lyonnais, avec ce truc de on s'est fait voler. Et Mm. à la fin du reportage, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le voir ou d'analyser ce match-là, mais il montre une frappe d'un Hollandais et Kachapa se couche et met, semble-t-il, une main qui mériterait aussi un penalty. Et ça a désacralisé le truc complètement. Je me suis dit, ah ouais, c'est fou.
parce que de toute Mm, notre vie, en fait, on a vécu avec ça en tant que jeune Lyonnais. Et au final, ben, peut-être que le match, effectivement, s'il y avait eu penalty, le match aurait été différent. Il n'y aurait peut-être bien évidemment pas eu cette main de Kachapa, mais au final, il y a eu deux erreurs d'arbitrage. Est-ce qu'il l'a fait aussi en connaissance de cause pour rattraper la chose? Ça, c'est difficile de le savoir. Mais mm. j'ai trouvé ça intéressant. Et puis, il analysait aussi les décisions et la situation un peu peut-être émotionnelle de l'arbitre, dont je ne me rappelle plus son nom, mais qui à l'époque était un des plus grands arbitres du monde. J'ai trouvé ça vraiment intéressant de voir ces reportages avec l'ancien arbitre Tony Chaperon. Ouais. Ouais, oui, c'est intéressant. Je te rejoins sur. J'étais à fond derrière l'Olympique Lyonnais à cette période-là, donc je l'ai mal vécu aussi. Euh, et je m'en rappelle comme si c'était hier de cette situation. Évidemment. Il y avait penalty. Je te remercie pas de remuer ce souvenir. Mais ouais, c'est intéressant parce que Tony, il aborde ça, il apporte cette prise de hauteur justement sur la prestation de l'arbitre en expliquant le pourquoi du comment potentiellement il est passé au travers à ce moment-là. Et ce qui est intéressant aussi, tu l'as dit, c'est de dire, bah ouais, mais là, tout le monde est focalisé là-dessus parce que il y a le manque d'objectivité, le supporterisme, on a envie que les Évidemment. décisions aillent dans notre sens. Mais à contrario, on oublie les décisions qui ont été dans notre sens. Et parce que ça nous semble normal et que voilà, c'est bien comme ça et ça nous marque pas. Et là, on bascule un peu sur l'aspect mental et Ouais, notamment les joueurs. Comment on peut faire en tant que joueur? Et moi, c'est une offre que je suis en train de construire justement, de dire comment tu gères tes émotions face aux décisions de l'arbitre pour pas être perturbé dans ta performance et d'arrêter ce cercle vicieux dans lequel on peut tomber facilement quand on est joueur. Dès qu'on a pris un peu la mouche de dire ouais, il en a contre nous, regarde, il y a encore cette décision-là, bah là, la décision, elle est pas bonne. Et en fait, c'est un biais cognitif, un fonctionnement mental qui fait que notre cerveau, on met en place une croyance, en fait, à ce moment-là. L'arbitre, il en a après nous. Et notre cerveau, il aime pas nous contredire. Et il va avoir tendance à sélectionner ce qu'il va voir et tout ce qui va pas dans ce sens-là, à nous empêcher de le voir, en quelque sorte. Et du coup, il va nous conforter dans cette idée-là de se dire l'arbitre il en a après nous et du coup les joueurs ils en démordent pas jusqu'à après la fin du match hein, parce qu'ils n'ont pas été capables à un moment donné de faire face à ça et de regarder objectivement les autres décisions et de se dire ben non là celle-là en fait non il en a pas après nous et c'est ce qui est compliqué justement dans la préparation mentale et dans la gestion de certaines situations avec les athlètes c'est de réussir à leur dire mais ton cerveau il te l'a fait à l'envers des fois amuse-toi à remettre en cause ce que ton cerveau essaye de te faire voir. Et déjà, juste ça, de prendre conscience de ça, permet beaucoup de choses. Déjà, de pas perdre de l'énergie inutilement, à ruminer, à ressasser certaines choses, et de rester concentré sur son objectif, de jouer. Parce qu'après, quand tu es dans ce cercle vicieux-là, tu t'occupes plus de jouer, tu t'occupes d'arbitrer à la place de l'arbitre. ça, mais c'est très clair. Et j'aimerais te poser une question post-trentenaire du c'était mieux avant. Qu'est-ce que finalement, dans l'arbitrage, quelle est en tout cas l'évolution de l'arbitrage que tu ne trouves pas forcément juste ou que toi, en tant que passionné de football, de supporterisme, voire même en tant que joueur, tu préférais avant? Il y a tellement de changements dans les règles, surtout ces dernières années où ça a été compliqué pour nous arbitres, d'autant plus quand on était habitué à des règles depuis 10-15 ans. Ouais, Et d'un coup, on a une règle qui change, mais fondamentalement. ouais. Je vais te prendre l'exemple, ben, la double peine à l'époque où tu avais pénalty rouge sur ce que tout le monde appelle dernier défenseur, sauf que dernier défenseur, ça n'a jamais existé. Mm, Voilà, tu vois, je détruis une idée fausse là au passage. Et du coup, ces changements-là ont été compliqués parce que ça demandait une analyse supplémentaire, bien une sûr, phase d'adaptation aussi, parce que la première situation comme ça où tu es plus habitué, tu sais que la règle a changé, mais ça te demande un temps supplémentaire. À évidemment. force, avec la pratique, à force de la mettre en œuvre, de travailler Mm. aussi avec des vidéos là-dessus pour essayer de favoriser la réflexion, de créer des chemins De se neuronaux réadapter. des belles autoroutes neuronales pour que la réflexion elle soit beaucoup plus rapide. Mais ça, c'est le genre de choses qui est compliqué. Quand on change fondamentalement le sens d'une règle, ben, comme celle-ci, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Bon, moins perturbant, plus facile à mettre en œuvre, mais tu avais des changements comme le ballon, il devait sortir de la surface avant sur les 6 mètres et les coups francs pour la défense. Maintenant, il n'y a plus besoin. Ben,
sur les premiers temps, c'est pas évident. Tu te dis, mince, il y a un truc bizarre, et puis finalement, tu te dis, mais non, la règle, elle a changé, tout va bien maintenant. C'est plus les changements, quand il y en a beaucoup d'un coup, et des changements fondamentaux qui sont perturbants. Allez, s'il y Hum, a une règle ouais. où moi, ça me fait rien, en quelque sorte, tant qu'il n'y a pas de manque de respect, le joueur qui enlève le maillot après avoir marqué un but. Et bah, tu vois, c'est exactement ce à Ça, quoi je pensais. on est obligé, en tant qu'arbitre, la règle, elle nous dit, on peut pas faire autrement. Il enlève son maillot après un but, c'est Mhm. jaune. Quel que soit le contexte, tu peux penser au contexte Cavani à l'époque, etc. C'est jaune. On peut pas faire autrement. Même si j'ai envie, moi, de ne pas le mettre, si je le mets pas, en fait, je remplis pas mon rôle. Je suis là en tant qu'arbitre pour appliquer Ouais, des règles. ouais. Et donc, si je le fais pas, je suis pas un bon arbitre. Et il y a ce côté un peu éthique et le sens de la fonction de dire, Mais je comprends la règle, elle me donne complètement. pas le choix là-dessus. Ouais. Elle me donne pas le choix et je dois le faire. Et c'est ce que je dis aux joueurs dans les clubs, c'est très souvent c'est pas l'arbitre qui est chiant, c'est la règle. Et la règle elle est chiante pour l'arbitre aussi. Donc des fois on est d'accord et les joueurs nous pourrissent, mais on est d'accord avec eux. Mm. La Alors que c'est règle, la elle est règle chiante pour qui l'arbitre aussi. Je trouve ça c'est assez ça. clair finalement, ouais. Et de pas Voilà. voir son Il prisme y a des règles personnel et comme sa ça petite où personne. Mm. et puis Mais il y a des règles aussi où en tant qu'arbitre on aimerait changer parce que c'est quasi inapplicable. tu penses à quoi? Alors, il y a des situations de hors-jeu, des trucs comme ça, où c'est au millimètre près, le gardien qui doit garder un pied sur sa ligne quand tu es au niveau amateur, ou en tout cas quand t'as pas la VAR, c'est quasi impossible à juger. Donc voilà, il y a des règles comme ça où c'est quasi impossible, mais on fait de notre mieux, quoi qu'il en soit. Et j'en avais une autre en tête, je l'ai paumée, mais c'est pas grave. Mais tu vois, quand j'ai préparé cette interview, j'ai regardé, comme souvent, des situations de jeu, etc., des buts mémorables, pardon. Et effectivement, j'ai vu, je sais pas, je pense notamment à Trezeguet en 2000, tu vois. Alors, bien évidemment, avec ce but en or, et il n'y avait pas de contexte derrière. Mm. Mais malgré tout, moi, quand je pense à cet Euro 2000, je pense à Trezeguet qui enlève son maillot. Ouais. Aujourd'hui, avec le contexte de jeu, dans tous les cas, il n'aurait jamais pu faire ça. Et puis, il y a d'autres situations, bien évidemment. Et je me suis dit, mais en fait, est-ce que véritablement, c'est une règle qui a du sens? Parce que au final, en fonction de la célébration du joueur, ben, elle peut prendre plus ou moins de temps. Et Mm. ben, d'enlever son maillot et de le remettre, est-ce que véritablement ça prend plus ou moins de temps par rapport à une autre célébration? Peut-être pas. Et puis, comme on en avait parlé sur bah, le fait que au niveau de la Coupe du Monde au Qatar, il y a eu des changements au niveau du temps additionnel et que justement, ils allaient prendre en compte toutes ces possibilités-là avec les célébrations qui prennent plus ou moins de temps, les pénaltys qui prennent plus ou moins de Mm. temps, etc., pour justement ben, les réinjecter dans un temps additionnel. J'aimerais que tu nous donnes ton meilleur conseil que tu puisses donner à un sportif, voire même plus spécifiquement, si tu le souhaites, à un footballeur en tant qu'arbitre. Je viens d'en donner un, tu vois, en disant c'est pas l'arbitre qui est chiant, c'est la règle. J'en ai d'autres. Ce que je fais aussi dans les clubs, je leur fais prendre conscience que très souvent, les gens parlent d'erreur d'arbitrage, alors que c'est pas une erreur, c'est une différence ou une divergence d'interprétation. C'est qu'on n'a pas le même avis sur la situation et pour autant, la règle dit, en fonction de l'interprétation de l'arbitre, c'est lui qui prend sa décision. Donc il a un petit peu le choix, en quelque sorte. Ouais, Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi non plus, mais on ne peut pas appeler ça une erreur d'arbitrage. Et ouais. une erreur d'arbitrage, c'est l'arbitre, le gardien, il prend le ballon à la main sur une passe en retrait du pied volontaire d'un défenseur, Et qui et tu siffle pas. siffles un penalty, ou il siffle pas. Ouais. Là, c'est une erreur d'arbitrage. La règle, elle disait c'est comme ça, c'est pas autrement. Et Mm, tu l'as pas appliqué. Mais voilà, une différence d'interprétation, c'est un peu comme je te montre un dessin, une illusion d'optique que j'utilise beaucoup. Et je te demande ce que tu vois. Et puis dans la salle, il y en a d'autres qui voient autre chose. Ils l'interprètent différemment finalement. Et pour autant, on a tous la même situation, la même action, le même dessin devant les yeux. Et tu rajoutes à ça l'aspect physique, hein, avec le manque de lucidité peut-être à certains moments, le contexte, la pression qui peut être ouais. pesante, comment tu gères tout ça. Et puis tu peux être masqué aussi à un moment donné par un joueur. Il passe devant toi au moment où il y a le contact et tu sais pas. Donc voilà, relativiser un peu cette notion d'erreur d'arbitrage, il n'y en a pas tant que ça finalement. Si un conseil tout con, lisez les règles, ça peut être intéressant parce que en tant que joueur et moi le premier, j'avais eu cette prise de conscience là. Et tu peux regarder les reportages, je sais pas si tu les as vus de Gaël Angoula qui maintenant vient de monter en Ligue 1
qui a été joueur en Ligue 1, qui maintenant est arbitre en Ligue 1, qui le dit très bien dans un de ses reportages. Il gueulait sur les arbitres et il s'est rendu compte qu'en fait, en tant que joueur, on gueule sur les arbitres et on connaît à peine 10% des règles. Et c'est pas exagéré de dire que c'est que 10% qui sont connus. Alors que lui Et était y très compris à haut virulent. niveau. Et y compris à haut niveau. Ouais, et lui était très virulent. Et j'avais pu en discuter avec lui puisque j'avais été quatrième 2 ou 3 fois avec lui sur des matchs de Ligue 2. Et voilà, il y a beaucoup d'idées fausses et que ça peut être intéressant de les démonter parce que derrière, ça permet de limiter les contestations. On va contester et finalement, on conteste parce qu'on croit que la règle c'est ça et ben c'était pas ça. Et puis de prendre un sifflet un jour, ça peut être une expérience intéressante de se rendre compte de la difficulté simplement de siffler que de regarder, de se dire oh, il y avait peut-être faute, il y avait peut-être quelque chose, mais non, on demande de prendre une décision là. Et peut-être tu siffles pas et pas 5 secondes après. Ouais, on n'est pas dans Et du c'est conditionnel, en là. Il faut prendre général une ce décision que qui va. ouais, c'est en général ce que disent les joueurs quand ils essayent. Ils disent en fait, je les vois les actions, je vois globalement ce qui se passe, mais en fait il me manque quelque chose en plus. J'ai pas ce timing pour siffler, je doute, je sais pas. Et c'est là où ils prennent conscience de dire ouais mais en fait on est déjà en train de gueuler sur l'arbitre alors qu'une seconde après il a sifflé quoi. Et Exactement. d'attendre de voir et de pas perdre son énergie inutilement à gueuler alors que l'arbitre a les sifflets derrière. Très Ou clair. pire, il y en a, c'est déjà arrivé, c'est gueuler juste pour gueuler, sans savoir pour qui l'arbitre allait siffler. Ça, c'est sympa aussi. Tu siffles et puis t'avais donné la faute à cette équipe-là et le joueur vient de gueuler dessus. C'est marrant de voir la réaction qu'il a une fois qu'il comprend que ça sifflé pour lui. Et Je dire, mais vous vois, avez pas l'impression que vous êtes le seul à gueuler là? je vois Donc très bien voilà, de c'est quoi tu parles. des petites situations assez cocasses. Nico, je vais te poser la dernière question, ma question passe Écoute, décisive. Qui aimerais-tu entendre passer au micro du squad de la performance? tu sais qu'en général, on fait pas des passes décisives aux arbitres, hein. T'as de la chance, j'ai pas trop les pieds carrés encore, ça va. Qui j'aimerais faire passer au micro du squad de la performance. Pense à quelqu'un, ça serait vachement intéressant de l'écouter, qui est une référence dans son domaine, Romain Bordas de Neurovision, qui est sur Lyon, qui accompagne les sportifs, notamment sur tous les aspects vision, perception, etc. Et dans différents domaines. Il était avec Cléopâtre Darleux, qui Hmm. est sur le hand, il est Ouais, équipe dans de la France moto, féminin, dans ouais. la Formule 1, voilà. Et c'est une pointure dans son domaine. J'avais eu la chance de le rencontrer sur la formation entraînement cognitif foot que j'avais faite. Il était Ok, parmi les intervenants. d'accord. Donc ouais, ça peut être super intéressant. Et puis je pensais peut-être au gérant du centre de cryo avec qui je suis partenaire sur Grenoble, qui est un ancien rugbyman à haut niveau. Il a été international tunisien. Il a joué il y a quelques années à Grenoble. Et l'aspect cryothérapie peut être intéressant à aborder dans le sens récupération, mais il y a aussi un côté mental dans tout ça. Et ouais, à chaque fois qu'il m'en parle, c'est passionnant, on a bien accroché et c'est pour ça qu'on met en place un partenariat ensemble. Et voilà, je pense que ça peut être 2 personnes super intéressantes à entendre Ok, eh ben avec dans ce grand podcast. plaisir. Je vois un peu ce que fait Romain Bordas et puis aussi ton collègue. La cryothérapie, finalement, c'est des choses que je connais bien évidemment d'un point de vue récupération, peut-être un peu moins sur l'aspect préparation mentale, mais je vois quand même le lien qu'il peut y avoir. Donc, Mm. je suis ravi d'avoir ces 2 recommandations. Merci beaucoup. Nico, je te laisse le mot de la fin. Ça va parler peut-être qu'aux vieux, mais on n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Très Je clair. le remets au goût du jour. Je pense qu'il y a des jeunes qui écoutent, mais voilà, pour moi, c'est parlant. On peut pas être arbitre et faire plusieurs années perdurer dans le système, dans le circuit, s'il n'y a pas la passion à la base. Et on reste amoureux du beau jeu, du football et de ce que ça véhicule aussi dans le côté émotionnel. Hmm. Mais évidemment, moi, tu vois, ce dont tu me parles, avec cette fameuse phrase, ça me renvoie à quand j'étais tout gamin et que j'étais devant Téléfoot et qu'il y avait ce petit, cette petite interlude pendant les pubs. J'ai trouvé ça Mm, très intéressant et bien évidemment, c'est un mantra, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais qui me parle ouais. beaucoup. On a peu parlé de ta pratique de préparation mentale, mais j'ai vraiment On en apprécié a parlé un petit peu, mais ouais,
C'était pas forcément le exactement. but. Exactement. Mais clairement, j'ai apprécié notre échange et j'espère que tous nos auditeurs apprécieront également. En tout cas, ceux qui sont encore là, c'est qu'ils ont kiffé notre échange. Et puis peut-être qu'on pourra discuter de tout ça lors d'un second podcast. En tout cas, je Avec l'espère. grand plaisir. J'espère que le podcast sera là encore pendant de nombreux mois et de nombreuses années. Merci beaucoup, en tout cas, Nico, pour nous avoir éclairé sur ton rôle en tant qu'arbitre et puis avec toute la nuance que tu as pu apporter. Moi, personnellement, j'ai appris beaucoup, malgré que je sois dans ce domaine-là en tant que sportif, en tant que, même maintenant, en tant que staff. Mais vraiment, c'était très, très, très intéressant. En tout cas, partagez en masse, comme d'habitude, si vous avez aimé l'épisode. Chaque semaine, je vois que vous partagez tout ça en story. Merci du fond du cœur. Vous retrouverez tous nos réseaux sociaux directement en lien dans la description. Et je vous donne rendez-vous mercredi prochain, 18h. D'ici là, je vous souhaite de prendre un maximum de plaisir dans votre sport. Force!